C'était un samedi après-midi, le genre d'après-midi lourd et humide que Houston nous offre, même à l'intérieur si la climatisation n'est pas poussée à fond. Nous avions de la compagnie. Jenny et son mari Treff étaient ancrés dans nos vies depuis notre arrivée dans cette ville tentaculaire. Des amis, ceux qu'on se fait à la fin de la vingtaine, au début de la trentaine, des compagnons de table, des invités aux fêtes de quartier, le couple qu'on appelle après un film ou une longue promenade pour décortiquer l'intrigue ou simplement décompresser. Même tranche d'âge, à peu près. Tous diplômés de l'université, naviguant entre les rapides de leurs dettes étudiantes, leur jeune carrière et les absences périodiques dictées par les voyages d'affaires de Treff et de ma femme Debbie. Deb se préparait pour un autre voyage, s'activant dans la cuisine avec cette énergie concentrée qu'elle avait avant le départ. Treff venait de serrer Jenny dans ses bras, de me taper sur l'épaule et de disparaître dans un Uber en direction d'eux. Ah, je suis parti conquérir son territoire sur la côte ouest. Tel était le rythme de nos vies. Ils voyageaient. Jenny et moi tenions le fort. Les gardiennes du feu, je suppose. Elle était comptable, calculant les chiffres avec une précision méticuleuse. J'étais architecte, transformant les lignes et les plans en structures tangibles. Nos déplacements étaient minimes, de rares incidents sur le radar. Généralement, un seul conjoint de notre quatuor était absent à la fois. Dans ce cas, le conjoint solitaire se rapprochait souvent du couple encore ancré au sol, cherchant refuge dans des dîners partagés ou des pique-niques tranquilles le week-end. La familiarité était réconfortante. Après que les feux arrière du taxi de Treff aient disparu au bout de la rue, je laissais les femmes poursuivre leur conversation dans la cuisine. Le murmure familier de leur voix était un fond sonore que je trouvais habituellement apaisant. Aujourd'hui, cependant, quelque chose clochait, une légère dissonance que je n'arrivais pas à cerner. Je me suis réfugié dans le garage, en quête d'une tâche. Mon établi était un véritable champ de bataille, témoin de projets négligés. J'ai commencé à le nettoyer, à trier les vis, à essuyer les surfaces. Puis, presque en pilote automatique, j'ai vérifié le système de sécurité. Nous n'avions pas lésiné là-dessus. Un investissement important après qu'une vague d'effraction eût secoué notre lotissement. Caméra, micro, discrètement placés dans presque toutes les pièces. Le tout alimentant un serveur caché au grenier. Des flux cryptés étaient constamment téléchargés sur notre compte cloud. Des détecteurs de mouvement déclenchaient l'enregistrement. Tout était sauvegardé. Je pouvais accéder à n'importe quel flux de mon téléphone, de n'importe quel ordinateur avec mes identifiants. C'était une habitude. Ce contrôle, une vérification que les yeux et les oreilles numériques fonctionnaient. Tout semblait au vert, opérationnel. De retour à l'intérieur, la conversation dans la cuisine avait changé. Je me suis arrêté hors de vue, près de la porte reliant la salle à manger à la cuisine. Comment s'est passé le dernier voyage, au fait, demanda Jenny à Debbie. Sa voix était tendue. Anxieuse. Elles étaient assises devant le grand îlot central, les verres à vin se condensant sur le bois. Debbie gloussa, un son habituellement charmant, mais qui maintenant me frôlait légèrement les nerfs. Oh, vous savez, dit-elle en faisant tournoyer le Pinot Grigio dans son verre. Travail, dîner, peut-être un bar d'hôtel pour un dernier verre. Finalement, un peu de sommeil. Est-ce que tout ça est vrai? Insista Jenny en se penchant légèrement en avant. Ce qu'on dit des gens qui voyagent loin de leur famille. Sa voix était rauque. De toute évidence, les départs de Treff la pesaient. Ma femme marqua une pause. Un instant, juste assez pour que l'air se fasse plus dense, une seconde significative. Je ne m'inquiéterai pas trop, Jen, répondit finalement Debbie, son ton changeant, devenant plus doux, presque apaisant. Elle but une gorgée de vin. Treff revient toujours à la maison, n'est-ce pas? Revenir à toi. Oui, mais la voix de Jenny s'éteignit. Je me demande juste ce qu'il fait quand il est seul. S'il est seul, Jen, dit Debbie, sa voix maintenant teintée d'une assurance forcée, d'un calme acquis que je n'avais pas reconnu auparavant. Il revient à toi. Ne te fais pas avoir. Quoi qu'il arrive quand il ne sera pas là, dit-elle d'un geste dédaigneux de la main. Qu'est-ce que tu veux dire, Deb, demanda Jenny, les sourcils froncés. Exactement ce que j'ai dit, répondit ma femme, le regard fixe, croisant celui de Jenny. Puis vinrent ces mots qui me frappèrent comme un coup de poing, résonnant étrangement autour de moi. Ce qui se passe dehors ne signifie rien. Ce qui se passe dehors ne signifie rien. La phrase ricocha dans mon crâne. Ne signifie rien.
Qu'est-ce que ça voulait dire? Que se passe-t-il quand on n'est pas à la maison? Infidélité, aventure sans lendemain. Ça ne veut rien dire. Avait-elle vraiment formulé cette pensée avec autant de désinvolture, autour d'un verre de vin, avec notre ami dont le mari venait de partir? Une terreur glaciale commença à me nouer l'estomac. Debbie, qu'est-ce que tu racontes? Demanda Jenny, la voix tranchée par l'anxiété, la vulnérabilité d'antan remplacée par l'inquiétude. Mais Debbie, sentant qu'elle était peut-être allée trop loin, devint aussitôt plus réservée, se repliant sur elle-même. Rien, Jen, répondit-elle prudemment en reculant. Juste que tu te fais du souci pour rien. Trève t'adore. Il rentre à la maison. Il t'aime. Ces voyages ne sont que des affaires, du travail, des trucs ennuyeux, surtout. Elle enchaîna rapidement, interrogeant Jenny sur un problème de tableur, changeant de sujet d'un air sourd. Je voyais bien que Jenny n'était pas entièrement convaincue, ni rassurée, mais elle laissa Debbie détourner la conversation, la politesse l'emportant sur la suspicion, ou peut-être simplement parce qu'elle ne voulait pas affronter les implications de front. Je m'attardai une minute de plus, l'écho des paroles de Debbie résonnant encore. Ce qui se passe dehors ne signifie rien. Puis je me forçai à retourner dans la cuisine, projetant une normalité que je ne ressentais pas. Je me servis un café, j'avais besoin de caféine, j'avais besoin d'avoir l'esprit vif, la désinvolture de sa déclaration, l'absence de jugement, la pure acceptation dans son ton. Ce n'était ni de l'introspection ni de la peur. C'était une constatation. C'est comme ça. Après 40 minutes supplémentaires de bavardage tendu, principalement porté par Debbie et moi, trop occupés, Jenny finit par s'excuser et rentra chez elle. Un silence pesant, chargé, s'installa dans la maison. Nous suivions nos routines du soir. J'étais poli avec Debbie, méticuleusement, mais distant. Dire que ces paroles m'avaient perturbé était un euphémisme catastrophique. Tandis qu'elle montait prendre sa douche, une tempête de pensées se déchaîna dans ma tête. Avait-elle trompé pendant son absence? Était-ce récent, une erreur ponctuelle, ou était-ce arrivé plusieurs fois, des semaines, des mois, des années auparavant? Sa façon de le dire suggérait une familiarité, une pratique, presque une philosophie. Phoenix, San Diego, Seattle, Omaha, son circuit habituel. Avait-elle quelqu'un qui l'attendait dans chaque ville, ou juste un compagnon de voyage spécial? Était-il plus beau, plus fort, plus drôle? Ses pensées n'étaient pas excitantes, elles étaient corrosives. Déception, anxiété aiguë, une tristesse profonde et déchirante m'envahirent. La femme que j'aimais, celle avec qui j'avais construit ma vie, celle que je croyais connaître, m'avait-elle trahi? J'avais beau chercher une explication innocente, la partie logique et analytique de mon cerveau architecte, revenait sans cesse à la même conclusion. Debbie, ma femme, Deb, venait de révéler sa propre infidélité, dissimulée sous des conseils à un ami inquiet. Que faire? La confronter? Faire exploser 4 ans de mariage sur la base d'une phrase entendue par hasard. Aussi accablante que cela puisse paraître, nous avions parlé d'enfants, esquissé des plans d'avenir. Si elle avait couché à droite et à gauche, comment aurais-je pu être sûr qu'un enfant serait bien le mien? Impossible de dormir. Elle est descendue plus tard et m'a trouvé en train de m'endormir sur le canapé, le visage enfoui dans les coussins. Elle a essayé de m'attirer à l'étage, sa main chaude sur mon épaule. Je suis resté inerte, absorbé par la mascarade du sommeil profond. Finalement, elle soupira, un son de frustration, ou peut-être de résignation, et remonta seule. Je restai là, à fixer l'obscurité, jusqu'à ce qu'un sommeil agité et tourmenté par les rêves m'envahisse enfin, des heures plus tard. La première chose qui me frappa en remontant à la surface fut l'odeur du café qui coulait et le claquement léger des sandales de Debbie sur le parquet de la cuisine. J'ouvris un œil. Une tasse était posée sur la table basse, près du canapé. Une vapeur voluptueuse s'en dégageait. L'anxiété, cependant, était un stimulant plus puissant que la caféine. Je ne dis rien, ne bougeais pas, retardant l'inévitable. Quand je me redressai enfin, Debbie se tenait près du canapé, enveloppée dans son peignoir de soie, sandales aux pieds. Ses cheveux blonds étaient détachés, tombant sur une épaule, tandis qu'elle m'observait d'un air pensif, légèrement méfiant. Je croisai brièvement son regard, puis détournai les yeux, me levant et la dépassant pour me diriger vers la salle de bain sans prêter attention au café. Une boule de ressentiment se serra dans ma poitrine. Je verrouillai la porte de la salle de bain.
Le bruit de ses sandales qui s'estompaient m'indiqua qu'elle s'attardait dehors. Nous traversâmes la matinée dans un silence pesant. Une partie de moi était contente de ne pas être prête à parler. Pas encore. N'ayant pas peur de la confronter. Non. En fait, une partie froide de moi l'anticipait déjà. Mais j'avais d'abord besoin d'une confirmation. Des informations, des données. C'est dans ma nature. L'architecte ne commence pas les travaux sans avoir étudié le site, compris le terrain. Prenant mon ordinateur portable, je m'installai dans le petit coin bureau du salon. Le bureau était orienté à l'opposé de la pièce principale, ce qui me laissait de l'intimité. Déby passait de temps en temps, de la chambre à la cuisine et vice-versa, mais gardait ses distances. Le silence était tendu et inconfortable. Pourquoi ne me demandait-elle pas ce qui n'allait pas? Était-ce le jeu? Maintenir les choses normales. Faire comme si de rien n'était. Refoulant la colère qui montait, je me concentrais. Détective privé, Phoenix, San Diego, Seattle, Omaha. Recherche en ligne, agence de vérification, remplissage de formulaires de contact sécurisés, description de la surveillance nécessaire, description, date, lieu. J'utilisais une carte de crédit personnel qu'elle ne surveillait pas de près. 4 acomptes payés, 4 paires d'yeux engagés. La chasse était ouverte. Vers 14 heures, sa voix rompit le silence. « As-tu faim » demanda-t-elle, appuyée contre le comptoir de la cuisine, m'observant. L'idée de partager un repas avec elle me répugnait. « Non » répondis-je sèchement, feignant une profonde absorption par l'écran de l'ordinateur. Je sentais son regard s'attarder, essayant de déchiffrer mon humeur. Je refusais de lever les yeux. N'importe quelle femme n'ayant rien à cacher exigerait des réponses à présent. Pourquoi cette indifférence? Pourquoi ce silence? N'importe quelle femme n'ayant rien à craindre? On pourrait peut-être aller quelque part, dis-je soudain en fermant l'ordinateur avec un claquement sec. Je me levai, attrapant mon portefeuille, mon téléphone, mes clés. La surprise passa sur son visage, vite masqué. D'accord, acquiesça-t-elle en attrapant son sac à main. Son téléphone, comme toujours, était serré dans sa main, toujours hors de sa vue, toujours protégé par un mot de passe. Alors que nous nous dirigions vers la porte, je la laissai passer, mes yeux parcourant les lignes de sa silhouette, une silhouette que je considérais comme la mienne, une extension de mon propre monde. Jusqu'à hier, nous prenions toujours ma voiture pour nos sorties décontractées. Une habitude. Elle s'installa côté passager, attendant avec impatience que j'ouvre la portière. Un autre petit rituel de notre mariage. Vu les circonstances, le geste semblait creux, presque insultant. Mais je me forçais à maintenir la façade. Quoi qu'il se soit passé avant son départ mardi, elle ne pouvait pas se douter. Je ne pouvais pas risquer de l'effrayer. Peut-être avais-je déjà trahi mon jeu avec ce silence. Désolé pour aujourd'hui, dis-je en démarrant le moteur et en m'éloignant du trottoir. Reste plausible. Je crois que j'ai raté un détail dans les plans du projet Johnson. Il faut que je révise rapidement avant lundi. Le soulagement se lut sur son visage, instantanément visible. Puis elle se surprit à composer ses traits avec une expression inquiète. « La maison Johnson » demanda-t-elle, faisant référence à un projet que j'avais terminé 3 semaines plus tôt. Autant pour son attention particulière pendant nos conversations au dîner. « Non » répondis-je d'un ton sec. « Quelque chose de plus récent. Une offre potentielle. Je ferai les nouveaux dessins cette semaine. Corrige mon erreur. Ça devrait aller. Tu détestes juste faire des bêtises, tu sais. Tu es trop dur avec toi-même, rétorqua-t-elle, l'explication apaisant visiblement ses angoisses. Sa voix était plus calme maintenant. Tout le monde fait des erreurs. C'est sûr, pensai-je, mais je me retins de répliquer. Nous remplissions l'allée de bavardages insignifiants, de courses, de factures, de ragots de quartier. À l'intérieur, mon esprit s'emballait, cherchant des stratégies pour la nuit. Dormir à nouveau sur le canapé déclencherait trop d'alarmes. De retour à la maison, la comédie continua. Je pris une douche, puis me retirai dans notre lit avec ma tablette, faisant semblant de lire. Je fixai la même page d'un air absent pendant ce qui me sembla 1 heure, tandis que le bruit de la douche coulait dans la salle de bain principale. Déby émergea, s'ébouriffant les cheveux, puis enfila ce peignoir en soie, celui qu'elle portait quand elle était nue en dessous, celui qui signalait habituellement une proximité. Zex. Je me souvenais de la dernière fois, quelques nuits auparavant, avant que la conversation surprise ne bouleverse tout. Pensait-elle à lui à ce moment-là? Elle se glissa dans mon lit, l'odeur de son savon et de sa lotion emplissant l'air.
Je gardais les yeux rivés sur la tablette, sa main posée sur ma cuisse, chaude, familière. Elle se rapprocha. « Tu es en colère contre moi ?» demanda-t-elle finalement d'une voix douce, incertaine. Je ne répondis pas immédiatement. Je baissai lentement la tablette, me retournai et étudiai son visage dans la faible lumière de la lampe, à la recherche d'un signe, d'une lueur de culpabilité. N'importe quoi, rien de flagrant, juste un espoir prudent. « J'ai trouvé ta pilule contraceptive dans l'armoire de la salle de bain, dis-je d'une voix neutre, dénuée d'accusation, mais lourde de sous-entendus. Tu as recommencé à en prendre. » Elle se figea, prise au dépourvu. « Oui, » admit-elle après un silence tendu. Ses yeux baissèrent. « Je sais. Je suis désolé, Carson. Je pensais juste qu'on devrait peut-être attendre encore quelques mois. » J'acquiesçai lentement, me croyant compréhensif, peu disposé à aggraver la situation pour l'instant. Cela avait son utilité, une raison plausible à ma distance. « Pas de problème, » répondis-je, les mots me semblant comme de la cendre dans la bouche. « Tu es contrarié ?» déclara-t-elle. Ce n'était pas une question, plutôt une observation teintée de défensive, peut-être d'irritation. « Non, mentis-je à nouveau. Je ne veux pas d'enfant avec toi maintenant non plus, ajoutai-je silencieusement, d'une voix venimeuse. Elle resta silencieuse quelques secondes, puis sa main retira ma cuisse. Je restai immobile, les yeux fixés au plafond. Au bout de quelques minutes, elle se détourna de moi, éteignant sa lampe de chevet. J'écoutais sa respiration, essayant de déterminer si c'était le rythme régulier du sommeil ou les respirations superficielles de l'inquiétude. Finalement, je me levai, pris le comprimé et quittai la pièce. Carson. Sa voix me suivit, faible et interrogatrice, mais je refermai fermement la porte de la chambre derrière moi et retournai aux contours impitoyables du canapé. Le lendemain matin, elle était déjà levée et habillée quand je sortis. 6 heures. L'heure de mon jogging. Elle était en tenue de travail, prête à partir. Son bagage à main montait la garde devant la porte d'entrée, son manteau drapé dessus. « Je t'ai fait du café », dit-elle en rôdant près de l'entrée de la cuisine. Elle sembla vouloir en dire plus, mais hésita, percevant la froideur de mon expression. « Quand as-tu trouvé les pilules ?» demanda-t-elle, incapable de lâcher prise. J'avais envie de craquer. « Hier, sorcière secrète, mais tu avais besoin du mensonge. La semaine dernière, dis-je, le mensonge me filant facilement maintenant. Lui mentir me semblait étrangement naturel. « Et tu n'as rien dit ?» insista-t-elle. « Tu ne m'as pas demandé ce que j'en pensais. C'est bien là le problème, non ?» rétorquai-je, laissant transparaître une pointe de ressentiment. « Tu ne m'as pas demandé ce que j'en pensais, mais peu importe. Ça va, Deb. » J'ai forcé les mots. « Si tu ne veux pas d'enfant avec moi maintenant, alors je suppose que je n'en veux pas non plus. » Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je l'ai dépassée. Il fallait que je coure tard. J'avais besoin de solitude, du rythme martelé de mes pieds sur le trottoir. Courir avait toujours été mon point de départ, ma façon de gérer les événements, de trouver la clarté. L'athlétisme au collège, le lycée, le cross-country, l'armée, les compétitions universitaires, le doute sur la course à pied, tout cela concentrait mon esprit. Maintenant, c'était l'homme marié qui envisageait le divorce, alimenté par la trahison, qui exhalait sa rage et sa confusion dans les rues de banlieue. Ce soir-là, elle est rentrée de son bureau et a préparé le dîner. Le devoir m'obligeait à m'asseoir avec elle. La politesse m'obligeait à manger. J'ai picoré, parvenant à peine à la moitié de l'assiette, mais j'ai gardé un semblant de civilité. On pourrait parler du bébé à mon retour de voyage. Elle a demandé timidement, en déplaçant des haricots verts dans son assiette. « Si tu veux », ai-je répondu sans m'engager. Je ne pensais qu'à sa voix dans la cuisine. Ce qui se passe à l'extérieur de la maison n'a aucune importance. Le lendemain matin, mardi, elle m'attendait quand je suis descendu, habillé pour voyager, son sac près de la porte, une expression de légèreté forcée. « Ça va aller pendant mon absence ?» a-t-elle demandé en ajustant la bandoulière de son sac. « Je survivrai », ai-je répondu. Ma voix était hachée. Comme toujours. « Carson ?» a-t-elle commencé en se rapprochant. Ses yeux ont cherché les miens. « Je t'aime. » J'ai simplement hoché la tête poliment, l'air absent. J'ai vu la douleur s'illuminer dans ses yeux. Je l'ai vue presque imperceptiblement. Était-ce un étranglement? Ai-je entendu lorsqu'elle s'est retournée brusquement et s'est précipitée vers la porte. Le bruit du moteur de sa voiture qui a démarré, puis s'estompant au loin, a laissé un vide dans la maison. Un vide empli de suspicion et de la froide certitude d'une action imminente. Le même jour,
j'ai eu une consultation avec un avocat spécialisé en divorce. Une femme intelligente, sans chichi. Comme nous n'avions pas d'enfants, il s'agissait de partager les biens acquis pendant le mariage. Le Texas est un État où la communauté des biens est respectée, mais l'infidélité pouvait certainement faire pencher la balance. Nous n'avions pas de contrat de mariage, une folie que je reconnaissais maintenant avec une douloureuse clarté. Si le détective privé est livré, je pourrais potentiellement repartir avec la part du lion. Ça risquerait de tourner au vinaigre. Des avocats se repaissant de la carcasse de notre mariage, faisant traîner les choses. Quel fichu désastre! Jenny avait fait exploser mon téléphone, mes SMS, mes messages vocaux. Je n'avais pas répondu. Je n'étais pas prêt à parler pour partager cette blessure à vif. J'ai pensé venir plus tard, peut-être, mais elle m'a devancé, se matérialisant à côté de ma voiture alors que je quittais l'immeuble cet après-midi-là. Elle était pâle, stressée. « Pourquoi ne m'as-tu pas répondu » demanda-t-elle, les bras croisés, sans préambule. J'avais des choses en tête, marmonnai-je. « Emmène-moi dîner, puis ramène-moi à la maison » dit-elle, plus sur un ordre que sur une demande. « Il faut qu'on parle, maintenant. » Devant un repas taille bon marché dans un bar. Le barrage a finalement cédé. Ce qui arrive quand les gens ne sont pas chez eux ne signifie rien. Ai-je répété les mots de débit, la phrase ayant un goût de bile. Jenny hocha la tête d'un air sombre, le regard fixé sur le mien. Je l'entendis le dire aussi. J'étais juste là. Elle prit une inspiration tremblante. Où est-elle aujourd'hui? À San Diego, répondis-je soi-disant. As-tu appelé son bureau? As-tu confirmé qu'elle s'était bien enregistrée là-bas? Demanda Jenny, son cerveau de comptable en pleine action. Non, avouai-je avec une pointe de stupidité. Pourquoi ne l'avais-je pas fait? Tu aurais peut-être dû, répondit Jenny d'une voix tendue. Parce que je l'avais fait, je la fixai du regard. Elle s'est déclarée malade ce matin, Carson. Dit Jenny, le regard dur. Elle a dit qu'elle avait attrapé un virus pendant le vol. Elle ne serait pas là avant demain. Fils de sorcière. Quelques jours plus tard, les détectives privés avaient bien livré. Des paquets numériques atterrissaient dans ma boîte mail cryptés comme des missiles guidés, des photos haute résolution, des fichiers vidéo horodatés, des heures d'images. Mon sens du détail d'architecte m'a été d'une grande aide, car j'ai tout examiné avec une précision froide et méthodique. Phoenix, Seattle, Omaha, San Diego, différents hôtels, différents bars, différents partenaires. Et oui, très figuré en bonne place dans les dossiers de San Diego. Le volume, la proximité désinvolte, l'audace de tout cela. Cela a éteint les dernières braises d'amour, ne laissant qu'une rage glaciale et un besoin brûlant de vengeance. Debbie est rentrée vendredi soir, a pris l'avion pour Robbie, s'est arrêtée brièvement à son bureau du centre-ville, probablement pour sauver les apparences, puis est rentrée chez elle. Le temps que sa voiture s'engage dans l'allée, mon dîner mijotait. Des poivrons farcis, ses préférés. La table était dressée, les bougies allumées, une illusion de bonheur conjugal. « Oh mon Dieu, chérie !» s'est-elle exclamée en entrant et en déposant ses sacs. La fatigue se lisait dans ses yeux, mais elle s'est forcée à sourire. « Tu t'es donné à fond », s'est-elle précipitée vers moi, se penchant pour un baiser. J'ai légèrement tourné la tête, lui tendant la joue, un rapide bisou impersonnel. Son sourire s'est estompé une fraction de seconde. J'ai senti la brève chaleur de sa main effleurer la mienne tandis qu'elle se reculait. La dernière fois que Treff et Jen viennent dîner, ai-je annoncé nonchalamment, vérifiant les poivrons au four, sans la regarder. Treff et Jen. Sa voix était hérissée de surprise, peut-être d'une pointe de panique. Ce soir, ils viennent ici. J'entendais presque les rouages grincer dans sa tête, ses calculs frénétiques. Je pensais que ce serait juste nous deux. Elle a terminé maladroitement, me voyant me tourner vers elle, mon expression soigneusement neutre, polie, désarmante. Je vais me changer, me rafraîchir, a-t-elle balbutié en se retirant vers la chambre, autant la combinaison qu'elle avait portée pour son dernier rendez-vous à Omaha avant de prendre son avion. Elle avait clairement prévu une douche, un dîner tranquille, peut-être une nuit tôt. Une semaine de travail longue et stressante. Après tout, non? J'ai regardé mon téléphone. Un SMS de Jen. En route. 5 minutes. Le timing parfait. En haut. La douche s'arrêta. Si les prévisions du détective privé étaient exactes, Deb serait habillée et en bas juste au moment où nos invités arriveraient. Ils sont là. J'ai appelé en direction de l'escalier. Pas de réponse. J'imaginais ses pensées frénétiques, l'angoisse s'installant.
à la vue de Trèfle et Jen ensemble. Ici, maintenant. La dernière chose qu'elle souhaitait. Elle descendit vêtue d'un jean et d'un simple t-shirt blanc. Le tissu fin révélait le contour d'une bretelle de soutien-gorge rose. Des tonnes aux pieds. Image de la détente décontractée, totalement trahie par l'énergie nerveuse qui émanait d'elle. Elle força un autre sourire, s'approcha de moi, posa une main hésitante sur mon épaule. « Je peux vous aider ?» demanda-t-elle d'une voix un peu trop aiguë. « Le vin est au frais au réfrigérateur ?» répondis-je en me retournant vers le four. « Les poivrons ont besoin d'un quart d'heure de plus. » L'orzo mijotait sur la cuisinière. « Ça sent bon » dit-elle d'une voix légèrement adoucie. Puis elle jeta un coup d'œil à la marmite. « Orzo !» Une ombre traversa son visage. Une reconnaissance. Le plat que j'avais préparé pour notre dernier dîner d'anniversaire après ce voyage en Grèce, où nous étions tombés amoureux de la cuisine. Souvenir, lune de miel, doré et lointain maintenant. La douleur du deuil était vive, inattendue. Mais je la repoussais. Ce soir avait un but. Ceci en faisait partie. La table était dressée pour 4 personnes. Les couverts étaient disposés avec soin, 2 de chaque côté. Elle le remarqua, son regard parcourant la composition. Elle sortit une bouteille de Zinfandel du réfrigérateur, la déboucha, prit une profonde inspiration. Puis-je demander? Commença-t-elle juste au moment où la sonnette retentit. « Je vais le chercher », dis-je rapidement en la dépassant pour me diriger vers la porte. « C'est l'heure du spectacle », murmurai-je. J'ouvris la porte. Trèfle et Jenny se tenaient sur le porche. Il avait l'air anxieux, louche. Une énergie nerveuse se dégageait de lui. Jenny, cependant, a croisé mon regard avec un sourire entendu et froid. Puis, juste là, devant son mari, elle s'est penchée et m'a donné un long baiser, à pleine bouche. « Bonjour, étalon », a-t-elle murmuré en se reculant avec un léger sourire narquois et en passant devant moi dans la maison. J'ai vu Trèfle enregistrer le baiser, ses yeux s'écarquillant légèrement, mais le masquant ensuite. Apparemment, pas de surprise. Intéressant. Salut, Trèfle, ai-je dit avec un sourire crispé. Entre, Carson, répondit-il d'une voix tendue en entrant. Le temps que nous atteignions la cuisine, Jen et Debbie échangeaient déjà des plaisanteries tendues. Pour la première fois depuis longtemps, je regardais vraiment Trèfle. Son regard parcourut la pièce. Jenny, Debbie, moi. De retour à Jenny. Un homme coincé, essayant désespérément d'évaluer la situation, d'en déchiffrer les sous-entendus. J'ai pensé qu'on pourrait essayer une disposition à l'européenne ce soir, annonçai-je joyeusement en désignant la table. Jen, tu t'assieds ici avec moi. Deb, tu t'assieds à côté de Trèfle. Trèfle et Debbie échangèrent un regard fugace et paniqué avant de détourner rapidement le regard. Jenny laissa échapper un petit rire. « Oh, j'aime bien, » dit-elle, jouant le jeu à merveille. Soirée à thème européen. Nourriture, place. Que font les Européens d'autres, Carson? Elle haussa un sourcil suggestif. Trèfle et Debbie restèrent silencieux, prenant avec raideur leur place désignée l'un à côté de l'autre. Jen continuait à bavarder joyeusement, apparemment inconsciente, les taquinant gentiment, pleine d'entrain. Un amusement froid m'envahissait. « Oh, les Européens partagent bien plus que des plans de table, » répondis-je en esquissant un sourire. Jen me sourit en retour, puis éclata de rire. Ils échangent parfois leurs partenaires. Les mariages libres sont presque normaux là-bas dans certains milieux. Certains pensent que c'est bien d'en avoir d'autres, juste physiquement. Vous savez, sans attache, sans obligation, et que ça ne fait de mal à personne. Pas vrai? J'aurais aimé que mon épouse soit aussi ouverte d'esprit. J'aurais peut-être pu essayer. Je jetai un regard appuyé à Debbie, dont le visage était devenu pâle. Intéressant, songea Jen, les yeux pétillants de malice. Que penses-tu d'une chose pareille, Trèfle? Il se tendit visiblement. Pas pour moi, marmonna-t-il en fixant son assiette vide. Ma femme tressaillit imperceptiblement et détourna le regard, tirant sur un fil défait de son jean. Je ne sais pas, Trèfle, rétorqua Jen en se renversant dans son fauteuil. Peut-être que ces Européens ont encore une piste. Debbie et Trèfle restèrent assis là, pris au piège, échangeant de temps à autre des regards fervents. Je servis les poivrons et l'orzo, versai généreusement du vin, passant outre leur refus hésitant. Je remplissais leurs verres. Ils allaient en avoir besoin. Pendant que nous mangions, ou plutôt que Jen et moi mangions,
Tandis que les deux autres répartissaient la nourriture dans leurs assiettes, Jen fit l'éloge du repas avec audace. Debbie et Trèfle murmurèrent poliment leur accord, la voix tendue. L'anxiété qui émanait d'eux était à couper au couteau. « Alors, comment s'est passé le voyage, Trèfle » demandai-je nonchalamment en prenant une grosse bouchée de poivron. Lui et ma femme cessèrent de mâcher simultanément. La synchronisation aurait été comique si elle n'était pas si pathétique. À chaque minute qui passait, la douleur de la prise de conscience, la pure stupidité de leur trahison, durcissait ma détermination. Seule la main de Jen, posée délicatement sur ma cuisse sous la table, m'offrait un étrange réconfort. Pas sexuel, juste allié. Apaisant. Toujours pareil. Trèfle balbutia, se remettant le premier. Rencontre clients, représentants régionaux. Vol pour la prochaine ville. Répétez. Toi, Deb? Demanda Jenny en tournant son regard brillant vers ma femme. Presque la même que Trèfle, répondit-elle d'une voix fluette. Des entreprises différentes, des clients différents, mais oui, le même train-train. Ils retournèrent tous les deux picorer leur nourriture. C'était presque pénible à regarder. Je l'ignorais, remplissant à nouveau leur verre de vin. Une fois le dîner terminé, Jen et moi avions terminé, et Debbie et Trèfle avaient clairement perdu tout appétit. Jen et moi commençâmes à débarrasser les assiettes. Debbie fit un geste pour aider, mais je la repoussai d'un geste de la main. Non, non, toi et Trèfle venez de rentrer. Détendez-vous. Allez vous asseoir dans le salon. On vous rejoint dans une minute. D'accord, dit-elle, les yeux écarquillés par une peur qu'elle ne parvenait pas à masquer. Elle força un sourire fragile. Trèfle semblait vouloir dire quelque chose à sa femme, mais Jen s'était déjà dirigée vers les toilettes. Je regardais Debbie et Trèfle entrer dans le salon, échangeant des regards tendus et interrogateurs. Chuchotait-il? Probablement. Je n'ai pas compris, mais j'ai deviné le sujet. Inquiétude, panique. Qu'est-ce qu'il en sait? Quand Jen est revenue, nous les avons rejoints. J'ai pris une position dominante près du grand écran plat fixé au mur. Alors, j'ai commencé, reprenant le fil de la conversation, m'appuyant sur le malaise. Vous n'êtes vraiment pas intéressé par un mariage ouvert à l'européenne, hein? J'ai souri, un sourire narquois sans humour. Jen a ri d'un rire rauque et grave. Debbie et Trèfle parvinrent à ricaner, essayant de prendre ça pour une blague. Dommage, ajouta Jenny, jouant parfaitement son rôle, me poussant du coude d'un air enjoué. Quelle prude, dis-je en me tournant vers la console de jeu. Et si on regardait un truc intéressant que j'ai trouvé par hasard cette semaine? Je pense que vous l'apprécierez tous les deux. C'est quoi? Un film de filles? Demanda Jen, craignant l'ennui, même si ses yeux brillaient d'une lueur de chasseur. Il y a des éléments qui plaisent autant aux sensibilités masculines qu'aux sensibilités féminines. Je répondis d'un ton posé, allumant la télé et naviguant jusqu'à un dossier spécifique sur le serveur multimédia. Mon disque dur, mais reçu. La première scène remplissait l'écran. Des vues ensoleillées des rues du centre-ville de San Diego, le littoral scintillant au loin. Puis la caméra changea de perspective, faisant un panoramique pour montrer la base navale sous la forme d'une voiture. La voiture de mon détective privé roula vers le nord, s'arrêta finalement derrière un taxi et s'arrêta devant un hôtel réputé de Bézide. Trèfle hésita une seconde, mais Debbie la reconnut instantanément. Sa respiration s'accéléra brusquement au moment où la vidéo montrait Trèfle sortant du taxi, immédiatement suivi par elle. Ils se croisèrent sur le trottoir, jetèrent un bref coup d'œil autour d'eux, puis se donnèrent la main. Ils entrèrent ensemble dans le hall de l'hôtel. La stupeur se lisait désormais sur leurs visages. L'incrédulité, dévêtue, se mêlait à l'horreur naissante. La caméra, vraisemblablement installée d'un point de vue caché dans le hall, les suivit tandis qu'ils approchaient du comptoir d'enregistrement, riant de quelque chose. Puis, côte à côte, tirant leurs valises respectives, ils se dirigèrent vers les ascenseurs, toujours main dans la main. Alors que les portes de l'ascenseur se refermaient, ils se tournèrent l'un vers l'autre, se penchèrent et s'embrassèrent. Un baiser profond et prolongé. « Carson, tu peux arrêter ça » s'étrangla Trèfle d'une voix étranglée. La réponse de Jenny fut immédiate, glaciale. « Tais-toi et regarde » ordonna-t-elle, sa voix tranchant la tension. Tous les deux. Je jetai un coup d'œil à ma femme. La panique et la honte étaient gravées sur ses traits. Ses lèvres tremblaient, ses yeux erraient furtivement, cherchant à regarder n'importe où sauf l'écran. Des larmes montèrent, menaçant de couler. La scène changea dans une chambre d'hôtel. Et oui, le flux de la caméra discrètement placée était d'une netteté brutale. Nos stars avaient fait une sacrée performance.
Deb et Trèfle, tous deux complètement dévêtus. Elle était agenouillée devant lui. Mon regard passa de l'écran à ma femme qui pleurait maintenant ouvertement, le visage enfoui dans ses mains. Une vague de dégoût glacial me submergea. « Tu aurais au moins pu tromper quelqu'un de plus sexy, dis-je, les mots dégoûtants. Va te faire foutre, Carson. » Trèfle finit par exploser, se levant à moitié du canapé. Mais le regard perçant de Jenny et peut-être le poids de la situation le clouèrent au sol. Il s'affaissa, respirant lourdement, le visage rouge de rage et d'humiliation. La bande sonore de la vidéo capta leur voix. C'était bien, la voix de Trèfle, rauque et postcoïdale. « Tu te sens aussi bien avec lui parfois. » La voix enregistrée de ma femme a répondu. Un étrange mélange de défi et de lassitude. « Je vous ai demandé de ne pas amener Carson à cela lorsque nous faisons cela. Pourquoi pas? » Conscience coupable, la voix de Trèfle se moque. « Non, je ne veux pas parler de lui. Cela élimine l'humeur, Trèfle, répondit-elle brusquement. Après cet échange, ils se sont empêtrés sur le lit maintenant, avec des yeux froids. « Joe. » Eh bien, dit-elle calmement, en sondant l'épave. C'était assez instructif, non? Debbie a finalement soulevé son visage strié, me regardant, sa voix tremblante. « Comment? » M'a fait réaliser que vous ne parliez pas seulement de Trèfle. Vous parliez de vous. Je ne savais pas qui avec, pas alors. Mais je savais que vous vous donniez la permission. J'avais déjà des soupçons, interjecta Jen, sa voix nette, coupe. La façon dont vous deux semblez toujours coordonner accidentellement vos horaires de voyage. La façon dont vous évitez parfois de vous regarder lorsque nous étions tous ensemble. Les petites blagues intérieures qui n'étaient pas vraiment des blagues. Elle s'arrêta, tournant un regard méprisant sur les deux. C'est drôle à quel point vous avez tous les deux agi ce soir, vérifiant constamment les réactions. Tu étais pathétique. J'ai embauché les enquêteurs. J'ai poursuivi, mon regard enfermé sur Debbie. Dans les 4 villes où vous voyagez régulièrement, elle grimaçait, secouant la tête, des larmes fraîches se répandant en sanglotant à nouveau. Elle en savait plus. Puis des images d'eux marchant dans un couloir d'hôtel, son bras autour de sa taille, s'arrêtant à une porte, tâtonnant avec une carte-clé, disparaissant à l'intérieur ensemble. « Oh, toi sorcière !» Trevor cria soudain, pointant un doigt tremblant sur Debbie. « Tu m'as aussi trompé. » La pure absurdité de son explosion indignée, étant donné ce que nous venons de le regarder faire, était trop. Jen et moi avons simultanément éclaté en rire et sans humour. Debbie et Trèfle se regardèrent, choqués, puis nous sont de retour, perplexes par notre réaction. Mais attendez, j'ai remarqué, injectant un sarcasme lourd dans ma voix, tenant une main comme un réalisateur de film BM. Il y a plus. L'écran clignote à nouveau. Las Vegas. Des images granuleuses probablement à partir d'un horodatage du téléphone d'un pays d'un voyage que Trèfle a pris il y a 2 mois. Trevor a l'air satisfait de lui-même dans une autre chambre d'hôtel avec une femme qui n'était décidément pas Debbie. Grand, incroyablement musclé, noir. L'audio n'était pas génial, mais les pièces étaient claires. Voix de la femme. Mon mari ne fait jamais ça pour moi. La voix de Trevor, suffisante, heureuse d'obliger. Il a disparu dans la salle de bain. La caméra s'attarda sur la femme alors qu'elle se levait du lit, se dirigea vers la porte de la salle de bain, se pencha légèrement, puis utiliser une serviette de cocktail froissée de la table de nuit pour essuyer quelque chose de son arrière. Je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai commencé à applaudir lentement, de façon moqueuse. Debbie vient de secouer la tête, un regard de dégoût profond en tordant ses traits. Classy, Trèfle, Jen dessinée, sa voix dégoulinant d'acide. De vrais tricheurs chics se trompent. C'est presque poétique. Images inestimables. Le silence descendit à nouveau, épais, suffocant. Tout le monde a perdu dans son propre marais toxique de pensée. Debbie parlait en premier, sa voix à peine un murmure, toujours dirigée vers moi. Carson. Alors qu'est-ce qui nous reste? C'est à ce moment-là que j'ai tourné, je mettais mon regard directement sur elle, froide et inébranlable. Tu sais très bien ce qui reste, j'ai déclaré catégoriquement. J'ai regardé d'elle à Trèfle. Jen et moi avons eu quelques jours pour traiter cela pour parler. Nous sommes tous les deux des gens coopératifs. Adaptables. En fait, j'ai ajouté une touche cruelle qui resserre mes lèvres. Aucun de nous n'est exactement prude. Si l'un de vous ou vous étiez deux à nous honnêtement et avez soulevé l'idée d'explorer les choses et d'échanger, nous aurions peut-être pu en parler. Peut-être aurions-nous même accepté.
Enfer, Deb, j'avais même pensé à vous demander si vous étiez curieux de retour. Mais vous avez choisi un itinéraire différent, n'est-ce pas? Ma voix s'est endurcie. Vous auriez pu demander ouvertement. Honnêtement, nous aurions pu naviguer ensemble, fixer des limites, prendre une décision en couple. Au lieu de cela, vous avez choisi le chemin égoïste, vous faufilant, faisant ce que vous vouliez et me gardant complètement dans le noir. Vous avez choisi des mensonges, de la trahison. Vous ne m'avez pas contenté de me trahir, Debbie. Vous nous avez trahis, notre mariage, notre confiance. Comment diable suis-je censé pardonner ça? Comment puis-je passer à vous décider unilatéralement que vous aviez le droit de visser qui que vous vouliez lorsque vous avez voyagé? Ou peut-être pas seulement lorsque vous voyagez. Je me faisais une pause, laissant l'implication suspendue. Je parie qu'ils l'ont fait ici aussi, a fourni Jen, sa voix comme des chips de glace. J'ai vérifié ses journaux de calendrier de travail après avoir été suspect. Votre chère épouse l'a emmené pour des réunions de déjeuner plusieurs fois lorsque vous étiez hors de la ville, Carson. L'on déjeunait. Debbie tressaillit, se détournant. Trevor regarda fixement le tapis. Trevor a donc finalement crossé, regardant entre Jen et moi. « Oh, qu'est-ce que tu veux ?»« Eh bien, » dit Jen, se levant, se déplaçant lentement comme un chasseur dimensionnait la proie. « On dirait que nous avons tout ce dont nous avons besoin sur vous deux. Heureusement, aucun de nous n'a d'enfants, donc tout ce dont nous devons vraiment nous soucier, c'est de diviser les actifs. Et comme l'infidélité est une base de distribution inégale au Texas, vous êtes tous les deux à peu près vissés. » Elle sourit, une expression effrayante. Littéralement et figurativement. « Donnez-moi vos téléphones, je commandais, tendant ma main. Vous avez tous deux déverrouillé. » Debbie hésita, son visage froissé, mais remet debout son téléphone. Trevor recula. « Quoi ?» Non, bougea Jen rapidement. Elle se dirigea vers lui, arracha le téléphone juste hors de sa main avant qu'il ne puisse réagir. « Pas verrouillé, idiot, marmonna-t-elle, me le remettant. « Donnez-moi une minute, dit-elle, reprenant le téléphone de Treff. Permettez-moi de vérifier très rapidement sa sauvegarde de son cloud. Voyez s'il était assez stupide pour... » Synchroniser quelque chose d'intéressant. Alors que Jen a tapé de manière experte sur le téléphone de Treff, j'ai parcouru la galerie de Debbie. Bingo. Selfies. Pas seulement avec Treff, mais avec le gars aux cheveux argentés de la vidéo Phoenix aussi. Posé, souriant. Souvenir. Bien, Deb, dis-je doucement, secouant la tête en jetant son téléphone sous le coussin à côté d'elle. Elle a refusé de rencontrer mes yeux. Alors, continuai-je, ma voix dure, exposant les termes. Voici comment ça va être. Confiance effacée. Trop de mensonges. Trop de tromperies pendant trop longtemps. J'ai jeté un coup d'œil à Jen, qui a hoché la tête grimace, toujours concentrée sur le téléphone de Treff. D'accord, je l'ai, murmura-t-elle, levant brièvement le téléphone avant de le poser. Confirmation de Vegas, plus quelques textes colorés. D'accord, dis-je. Écoutez. Vous travaillez tous les deux pour des entreprises avec des codes de conduite, des clauses de moralité, non? Oubliez de ceci. La panique vacille sur leur visage. Panique réelle sans faille. Vos patrons, vos services RH, les avocats de l'entreprise. Ils seraient très intéressés par cette petite collection de vidéos et de photos. Vos activités parascolaires, surtout vous, Treff. J'ai dirigé mon regard sur lui. Entendu que votre vice-président de la division est lui-même un jupeur notoire, mais sa dernière petite indiscrétion a coûté une fortune à des frais de règlement. Maintenant, le mot est qu'il laisse les RH illégales. En fait un exemple. Cela semble familier? Merde, Treff marmonna, s'effondrer plus loin dans le canapé. C'est pourquoi Henderson a été en conserve. Toi morceau de merde, Jen le cracha, sa voix tremblante de fureur maintenant. Je vous ai tout donné, Treff. Tout ce que vous avez demandé au lit. Tout ce que j'avais. Je n'ai jamais retenu. Ne le trua jamais à moins que j'étais vraiment malade. Et tu m'as poignardé dans le dos avec elle. Elle a fait un geste dédaigneux envers Debbie. Nous avons fini. Sûr. Elle prit une profonde inspiration. Eh bien, pas encore. Que voulez-vous dire? Demanda Treff avec lassitude. Les divorces se produisent. J'ai ramassé le récit. Le stratège froid prenant le relais. C'est non négociable.
Et vous signerez tous les deux des accords de divorce nous donnant Jen et moi 70% de tous les actifs matrimoniaux, comptes bancaires, investissements, capitaux propres dans les maisons, tout. 7030 split en notre faveur. Si vous nous combattez à ce sujet, si vous essayez de le faire glisser, rendez-vous difficile, ces vidéos, j'ai fait un geste vers l'écran d'Arc TV. Allez largement. Vos familles, vos parents, vos frères et sœurs, vos amis et oui, très certainement vos employeurs comprennent. Carson, Debbie a plaidé, me regardant, ses yeux nageants. S'il vous plaît ne pas. Peut-être que nous pouvons peut-être essayer de résoudre ce problème. Sérieusement, Deb? J'ai raccourci un son dur et laid. Sérieusement, si les rôles étaient inversés, si vous venez de regarder une vidéo d'1 heure de moi baiser Jen derrière votre dos plusieurs fois dans plusieurs villes, seriez-vous prêt à essayer de le résoudre? Me donneriez-vous une chance? S'il vous plaît, chuchota TL, des larmes coulant sur son visage. J'ai foiré. Je sais que je l'ai fait. C'était stupide, égoïste. Merde, c'était stupide et égoïste. Je me suis cassé, mon contrôle craque enfin. Nous avions des problèmes, Deb, avant même de partir lors de ce dernier voyage. Nous avons été déconnectés. Et au lieu d'en parler, au lieu d'essayer de nous réparer, vous avez décidé d'aller prendre vos coups de pied ailleurs. Vous avez décidé de recommencer à reprendre les pilules contraceptives sans en discuter avec moi. Nous sommes mariés. Où nous étions. C'est censé être un partenariat, des décisions ensemble. Vous avez trahi ma confiance avant même que vous ne trichiez, Deb. Tu as perdu le respect pour moi. C'est pourquoi c'était si facile pour vous, n'est-ce pas? Je criais maintenant, la rage bouillonnait enfin. Je veux juste savoir une putain de chose. Pourquoi? Elle détourna les yeux, incapable de tenir mon regard furieux. Puis lentement, elle regarda en arrière. Son expression un mélange de honte et d'une étrange honnêteté mal placée. Avant vous, Carson? Je n'avais pas beaucoup d'expérience avec d'autres hommes. Il y avait un gars à l'université. C'était fini en moins d'1 minute. Sa voix était à peine audible. C'était ça. Toute mon histoire sexuelle avant vous. Je voulais essayer d'autres choses. Voyez à quoi c'était. Voyez si je pouvais être différent. Je l'ai regardé incrédule, dégoûté. Vous auriez dû y penser avant de dire que je le fais. J'ai tiré en arrière. C'est là que les gens expérimentent. Pas après avoir fait des vœux. Le mariage n'est pas seulement un arrangement occasionnel, Deb. C'est un contrat. Cela signifie un engagement, une exclusivité, jusqu'à ce que les deux personnes n'en conviennent pas abandonner tous les autres. Vous vous souvenez de cette partie? Elle ouvrit la bouche, la ferma, puis parla, la voix épaisse de larmes et de regret. Je voulais, Carson, avant le mariage. J'ai pensé à coudre de l'avoine sauvage, mais ensuite vous êtes venu et que tout se sentait si bien, si vite. Je ne voulais pas risquer de te perdre. Les premières années, ils ont été incroyables, parfaits. Mais l'année dernière, je ne sais pas. Ses sentiments sont revenus se demandant à quoi ressembleraient les autres hommes. Il ne s'agissait pas de l'amour. Je t'aime ou je t'aimais. C'était juste ZEX. Curiosité. C'est tout ce que je voulais. J'ai secoué la tête, la déception de la douleur physique. Tout ce que vous aviez à faire était de demander, Deb, j'ai dit, ma voix tombant, lasse maintenant. Tout ce que vous aviez à faire était de me parler ici à la maison. Peut-être aurions-nous pu comprendre quelque chose, trouver des gens que nous connaissions, en faisant confiance. En faire, j'aurais peut-être finalement accepté de vous laisser dormir avec lui. J'ai fait un geste vaguement envers Tref si nous l'avions tous décidé ensemble en tant qu'amis, en tant qu'adultes consentants. Au lieu de cela, vous vous êtes faufilés comme des adolescents, violant tout. Confiance, amour, respect. Je l'ai regardée morte dans les yeux. Tu as perdu tout respect pour moi, Debbie, pour aller derrière mon dos comme ça. Et tu sais quoi? Nous n'aurions pas pu comprendre cela ensemble parce que vous ne vouliez pas. Vous vouliez vos secrets. Vous vouliez aussi votre gâteau et le manger aussi. Jen hocha la tête grimpèrent à côté de moi. Cela va pour vous aussi, Tref, dit-elle, la voix basse et dangereuse. Surtout après avoir parlé de cette chose exacte il y a des mois. Ma tête s'est cassée vers elle. Et surprise. Tref détourna les yeux brusquement. Debbie fixa Jen, puis Tref, choc s'inscrivant sur son visage,
même à travers les larmes. Vous en avez parlé? Elle a demandé. Jen. Qu'a-t-il dit? J'ai exigé, en regardant Tref. Ce fou. Jen cracha. Regardant son mari. Il m'a dit qu'il ne me partagerait jamais avec Carson. Dit que c'était dégoûtant. J'ai dit qu'il me quitterait si jamais je le faisais à nouveau ou s'il pensait même que j'envisageais. Pouvez-vous croire l'hypocrisie? La tête de Debbie se tourna vers Tref, son visage se déformant avec une fureur. Elle s'est précipitée du canapé, s'est précipitée sur la table basse et a commencé à le frapper, les poings se battant. « Oh, vous stupide idiot !» cria-t-elle, atterrissant les coups sur les bras et les épaules alors qu'il essayait de se protéger. Quand nous avons commencé ce truc pour la première fois, j'ai dit que nous devrions leur dire. Amenez-les, n'est-ce pas? Mais vous avez dit non. Ils ne le géreront jamais. Ils nous quitteront. Vous avez dit que je vous ai écouté. Et maintenant, regardez où nous sommes. Regardez. Sortez de moi, vous psycho. Hurla Tref, essayant de la repousser. La colère s'évasait dans ses yeux. Vous vous êtes transformé en putain de pute, Deb. Ne vous a pas pris longtemps. Après moi, vous avez commencé à chercher les autres immédiatement. Alors, n'agissez pas comme une sorte de saint. Il lui poussa durement le dos et elle trébucha, tombant presque. Je me souviens de ce premier baiser. Fête de Noël. L'année dernière, Jen était dans la salle de bain. Carson est allé à la voiture pour quelque chose. Tu m'as laissé t'embrasser pendant 2 minutes. N'a pas pris beaucoup de persuasion après cela, n'est-ce pas? Moins d'une semaine plus tard, vous étiez dans ma chambre d'hôtel. Je me suis souvenu de cette fête de Noël, célébrant avec nos meilleurs amis. Alors que Jen et moi étions momentanément distraits, ma femme et ma meilleure amie aspiraient le visage dans mon salon. Bill rose dans ma gorge. Je te déteste. Debbie lui cria, des larmes de rage se mélangeant maintenant à des larmes de honte. Sentiment sacrément mutuel, il rugit. Ils se tenaient en regardant les uns les autres, les coffres se soulevant, l'air épais avec leur animosité mutuelle. Jen et moi les regardons, silencieux un instant, des expressions jumelles de mépris et de dégoût sur nos visages. Y avait-il un espoir? De retour de cela, il semblait complètement, irrévocablement cassé. Trop de mensonges, trop de trahison. Si nous avions des enfants, peut-être que si nous étions plus âgés, peut-être que l'épuisement faciliterait la réconciliation que de recommencer. Mais nous étions jeunes. Aucun enfant ne nous lie. Tout ce que je ressentais était un besoin désespéré de cautériser la blessure, de couper les parties malades et de sortir de l'enfer. Comme sur cul, la sonnette retentit à nouveau, nette, insistante. Jen, la plus proche de la porte, cette fois est allée y répondre. Elle est revenue un instant plus tard, suivie d'une femme à l'air sévère dans un costume d'affaires transportant 2 grandes enveloppes de manille et en tenant un smartphone. Deborah Madison Quinn, la femme a demandé, sa voix professionnelle, impersonnelle. Ma femme, surprise, a juste hoché la tête avec numéro. Vous avez été servi. La femme a remis à Debbie une enveloppe, a rapidement pris une photo avec son téléphone, puis s'est retournée. Trevor Gunderson. Tref avait l'air d'avoir été piétiné. Il hocha la tête à contre-cœur. Vous avez été servi. La deuxième enveloppe a été poussée dans ses mains. Une autre photo cassée. Le serveur de processus a donné un signe de tête Kurt et est parti aussi rapidement qu'elle était arrivée. Debbie sanglotait ouvertement maintenant, serrant les papiers juridiques comme s'ils étaient une ordonnance d'exécution. Jen s'est tournée vers moi, a donné un petit haussement d'épaule presque imperceptible, puis s'est dirigée vers son mari. « C'est fini. Tref, dit-elle, sa voix dépourvue d'émotion. Flat. Final. Rentrez à la maison. Emportez votre merde. Sortez de ma maison. Je ne veux plus jamais revoir votre visage. Comprenez? Elle se pencha plus près, sa voix tombant vers un murmure menaçant. Et si vous respirez un mot de plainte, si vous essayez quelque chose, cette vidéo, elle a tartisé l'écran de la télévision sombre, il va directement à vos parents, votre patron, tout le monde que vous savez. Elle a laissé tomber les papiers, a coulé des genoux sur le tapis, et a littéralement rampé sur le sol envers Jen et moi. Donnez-moi une autre chance. Je sais que j'ai foiré. Tout est de ma faute. Faites tout ce que vous me voulez. Me punir. Ne me jetez pas comme ça. Carson, s'il vous plaît. Jen, s'il te plaît, parlez-lui. S'il vous plaît, je vous supplie. Ses yeux se sont enfermés sur les miens, plaidant, désespérés. Je l'ai vu alors. C'était le moment, le test. Est-ce que je l'aimais toujours? Malgré tout, malgré la rage, la trahison. Oui.
Certains vestiges tordus et endommagés de l'amour étaient toujours là, enterrés sous des couches de blessures et de colère. Ce qu'elle a fait était impardonnable, irrémédiable. Mais juste lui donner un coup de pied dans le trottoir comme des poubelles. Je me sentais mal. Non, pas mal. Juste incomplet. Mais la confiance. Plus jamais. Soudain, Trèfle a remué. Il se lança sur ses pieds, son visage se tordant de fureur. Pas à Debbie, mais à Jen. Tu m'as mis en place. Il rugit, se précipitant vers elle. Toi, sorcière. Vous avez planifié cela avec lui. Il ne l'a jamais atteinte. L'instinct, l'adrénaline, la fureur froide ont pris le relais. J'ai déménagé plus vite que je ne le pensais possible. L'interceptant le mi-parcours. Mon poing s'est connecté carrément à sa mâchoire. Une fissure essayurante résonnait dans la pièce. Trèfle trébucha en arrière, les yeux écarquillés avec un choc et une douleur s'écraser dans une table d'appoint. Une lampe vacilla, puis s'écrase au sol, se brise. Des verres à vin sur la table basse ont dégringolé. Des éclaboussures de liquide rouge sur le tapis comme des éclaboussures de sang. Le chaos a éclaté. Trèfle, hébété mais enragé, brouillé, crachant du sang. Il se précipita à nouveau, Wilder cette fois. Je monte, saisissez son bras, tordu. Nous nous sommes attaqués, trébuchant vers l'entrée de la cuisine. Il se balança aveuglément. Je l'ai bloqué, le poussant fort contre le cadre de la porte. Il rebondit, les yeux fous. Cela devait se terminer maintenant. L'adrénaline a bondi. Mon esprit a flashé sur le petit coffre-fort dans le placard de garage où j'ai continué à dissuader. Parmi eux, un ensemble de liens zippés et lourds laissés d'un projet de bricolage. Et quelque chose de plus substantiel. Resté en arrière, j'ai crié à Jen et Debbie, poussant Trèfle plus loin dans la cuisine. Il a glissé sur du vin renversé en descendant fort sur le sol carrelé. Avant qu'il ne puisse récupérer, j'étais sur lui. Mon genou a épinglé sa poitrine. À partir d'un tiroir utilitaire à proximité où j'ai gardé des outils, j'ai attrapé une paire de liens zippés robustes que je savais. Ignorant ses difficultés et ses malédictions, j'ai serré le poignet serré derrière son dos. Il a battu, crachant des obscénités. Calmé le F vers le bas. Je grognais, pressant mon genou plus fort dans son sternum. Il a halté pour l'air. Debbie a regardé depuis la porte, horrifiée. Jen se tenait derrière elle, son visage pâle mais résolu. La cuisine était en désordre. Verres brisés, vin renversé et chaises renversées. Trèfle était immobilisé sur le sol, haletant, me regardant avec une pure haine. Je me tenais au-dessus de lui pendant un long moment, respirant fortement, laissant le silence s'étirer. Laissez-le ressentir l'impuissance totale. Laissez-le comprendre les conséquences. Enfin, je me suis agenouillé, j'ai pris une paire de cisaillements de cuisine du bloc et j'ai coupé les liens zippés. Se lever, commandai-je, ma voix basse et dure. Il se lève sur ses pieds, se frottant les poignets, toujours flagrant. Sortez de ma maison, dis-je, pointant vers la porte arrière. Maintenant, avant d'appeler la police et de presser des charges d'attaque, il a hésité, en me cherchant à Jen, considérant peut-être un autre hors-part. Trébuché dans la porte arrière dans l'air humide, le claquant à nouveau derrière lui. Commencez à emballer, lui dis-je, se détournant d'elle, se dirigeant vers le placard du couloir. J'ai sorti 2 grands sacs à Duffel et les ai jetés sur le sol du salon près d'elle. Obtenez vos affaires, vos vêtements, vos articles de toilette, vos éléments essentiels. Assez pour une semaine, peut-être 2. Nous déterminerons le reste de votre merde plus tard. Son visage est tombé, le sentiment de l'espoir éteint, remplacé par un désespoir et une compréhension dénouée et désolée. Elle hocha la tête numérique, les larmes coulent toujours et se poussaient lentement, douloureusement, se sont poussées sur ses pieds. Elle se balança vers les escaliers comme une vieille femme, se dirigeant vers la chambre que nous avions partagée. Pendant qu'elle était emballée, Jen et moi avons commencé à nettoyer le gâchis dans la cuisine, travaillant dans un silence sinistre. Le bruit de Debbie se déplaçant à l'étage, des tiroirs s'ouvrant et fermement, le sanglot étoufflé occasionnel dériva. 40 minutes plus tard, elle réapparaît en haut des escaliers, traînant 2 valises. Son bagage à main de voyage, son sac d'ordinateur portable et son sac à main ont été suspendus sur son épaule. Son visage était gonflé, ses yeux red-meld, complètement vaincus. Jen et moi nous tenions côte à côte dans le foyer, la regardant descendre. Elle ne nous a pas regardés. Elle se dirigea directement vers la porte d'entrée, l'ouvrit et commença à transporter ses sacs sur le porche. Je l'ai suivie,
la regardant empiler ses biens près des marches. « C'est ce qui se passe, Debbie, dis-je, ma voix basse, mais portant dans l'air tranquille, debout au-dessus de son tas de bagages. C'est la conséquence de ce qui se passe à l'extérieur de la maison ne signifie rien. C'est le prix de la trahison. Vous pensiez que vous pourriez tout avoir. Gardez vos secrets. Jouez à vos jeux. Vous vouliez un mariage ouvert. Vous auriez dû avoir le courage de demander un, pas simplement prendre un derrière mon dos. Le jeu est terminé et tu as perdu. » Elle tâtonna pour son téléphone, composa frénétiquement. « Papa !» Elle a sangloté dans le téléphone. « Papa, tu dois venir me chercher. Carson, il me jette. Il a frappé trèfle. Il l'a attaché. S'il vous plaît, papa, dépêche-toi. » Je l'ai juste regardé, la froideur s'installant profondément dans mes os. « Laissez-la l'appeler. Laissez-le venir. » Cela n'a pas pris longtemps. Peut-être 15 minutes plus tard, les phares ont balayé la pelouse et un gros SUV s'arrête à un trottoir. Un grand homme, en Floride et furieux. Le père de Debbie, Bill, a éclaté du siège du conducteur. Il a pris d'assaut la passerelle, ignorant sa fille qui pleure et s'est approché de mon visage. « Qu'est-ce que tu penses que tu fais à ma fille ?» Boula, crachat volant. Il a piqué un doigt épais vers ma poitrine. « Tu as mis la main sur elle? Tu as attaqué ce garçon, Trevor. Descendez de ma propriété, Bill, dis-je calmement, debout mon sol. » Jen était sortie pour se tenir juste derrière moi, dans l'embrasure de la porte. « Vous m'écoutez, fils d'une sorcière » rugit-il et me poussa fort dans la poitrine. Je suis tombé en arrière d'un pas, retrouvant mon équilibre instantanément. C'était ça, ligne croisée. « D'accord, Bill, dis-je, ma voix dangereusement douce. Maintenant, vous avez fait votre choix. » Je me suis retourné, je suis reculé à l'intérieur de la maison. Jen s'éloigne pour me laisser passer. Je suis allé directement au placard de garage en sécurité, j'ai frappé le code et j'ai récupéré le 357 Magnum. Lourd, solide, réconfortant d'une manière primitive. J'ai vérifié le cylindre, chargé, en sécurité. Je suis retourné à la porte d'entrée, en sortant sur le porche. Le lourd revolver tenait de manière vague, mais visiblement à mes côtés. Bill se figea à mi-rang, ses yeux s'élargissant alors qu'il fixait sur l'outil. Debbie halta. « Bill, dis-je, mon niveau de voix, coupant son fanfaron. Tu m'as attaqué. Vous passez maintenant sur ma propriété. Je vous dis une fois pour emmener votre fille, prendre ses effets personnels et partir immédiatement. Si vous faites un pas de plus vers moi, si vous refusez de partir, je considérerai cela comme une menace, et je me défendrai moi et ma maison. Me comprenez-vous » La fureur s'écoulait du visage de Bill, remplacé par un mélange de choc et de peur. Il a regardé de l'outil à mon visage, puis à sa fille sanglotante. Il a avalé fort. Sans un autre mot, il a attrapé le bras de Debbie, l'a tiré grossièrement vers le SUV, puis a commencé à charger ses sacs dans le dos. Il ne m'a plus regardé. Quelques minutes plus tard, le SUV s'est renversé rapidement, les pneus grinçant légèrement et ont disparu dans la rue. Je me tenais là sur le porche pendant un long moment, le poids lourd du Magnum dans ma main, l'adrénaline recula lentement, laissant derrière lui un vide effrayant. Jen est sortie et s'est tenue à côté de moi, enroulant un bras autour de ma taille. « C'est fait, murmura-t-elle, penchant sa tête contre mon épaule. « Ouais, répondis-je, regardant dans l'obscurité où les feux arrière avaient disparu. « C'est fait. » 3 mois plus tard, les divorces ont été finalisés. Pause propre. Légalement parlant, Jen et moi avons appliqué la 7030 TH split. Aucun argument, pas de bataille judiciaire. Il savait mieux. La menace d'exposition était suffisante. Jen a vendu sa maison, a utilisé une partie du produit pour racheter les fonds propres de trèfle à 30%. J'ai contracté un prêt à domicile pour payer Debbie sa part diminuée de notre maison. Un jour devant le tribunal, quelques signatures et 4 ans de mariage, des amitiés, des vies entrelacées dissoutes. La douleur de Debbie, sa culpabilité, qui n'a pas été résolue. Elle a perdu la maison, la plupart de ses économies, son mari, sa meilleure amie. Elle a gardé son travail miraculeusement. Apparemment, elle a avoué de manière préventive une version des événements à ses parents, les frottant au cas où j'aurais décidé de libérer les preuves vidéo par dépit. Je ne l'ai jamais fait. La menace était suffisante. Le tenir compte de s'accrocher à un morceau de pouvoir dont je n'avais plus besoin. Bref, il a disparu. Après que le divorce de Jen ait été final, il a éliminé ses comptes, a déclaré à Jen qu'il serait en contact, une promesse qu'il n'a jamais tenue et a disparu de la grille.
Bon débarras. Cela fait 2 ans maintenant, pas un mot. Debbie travaille toujours, voyage toujours. Phoenix, San Diego, Seattle, Omaha. Ce qu'elle fait là-bas, avec qui elle le fait, c'est tout à fait hors de propos pour moi maintenant. Bruit de fond. Jen et moi l'avons vu il y a une fois des mois marcher rapidement sur un trottoir du centre-ville, absorbé par son téléphone. Nous ne nous sommes pas reconnus. Jen et moi, nous vivons ensemble dans cette maison. Nous avons reconstruit quelque chose de l'épave, mais les fondations sont différentes, marquées, prudentes. Nous sommes partenaires, alliés, amoureux. Mais parler de mariage est prématuré, peut-être même contaminé. Nous parlons de faire ce voyage dans le monde dont nous avons toujours rêvé. Vendre la maison, peut-être commencer complètement frais ailleurs. Puis hier, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. La curiosité a eu raison de moi. Bonjour. Une pause, puis une voix familière, hésitante, ravagée. Carson, c'est Debbie. Silence étiré. Qu'est-ce qui voulait-elle? Carson, tu es là? Que voulez-vous, Debbie? Ai-je demandé, ma voix plate, froide. J'ai besoin d'aide, Carson. Sa voix s'est brisée. Je suis malade. Vraiment malade. Les médecins, ont-ils dit, j'ai quelque chose, une MST à l'époque. C'est cela nécessite un traitement coûteux à long terme. Mon assurance couvre à peine quoi que ce soit. Elle s'éloigna, attendant, plaidant silencieusement. Je ne ressentais rien. Pas de pitié, pas d'empathie, juste un vaste vide froid où les sentiments pour elle étaient. Cela ressemble à un problème personnel, Debbie, dis-je. Les mots coupés précis. Mais Carson, s'il vous plaît. Je n'ai pas d'argent. J'ai tout perdu. Le numéro a regardé la fenêtre pendant longtemps.